En 2014, une crise migratoire sans précédent touche l'Europe. Elle se distingue des précédentes par un afflux massif de réfugiés en provenance du Proche-Orient, en particulier de la Syrie, de l'Afghanistan et de l'Érythrée. En Syrie, la population fuit la guerre qui oppose les forces gouvernementales du régime de Bachar el-Assad, les forces rebelles, les forces kurdes et l'organisation État islamique. En Afghanistan, la population tente d'échapper aux talibans. En Érythrée, elle fuit la dictature. La majorité des réfugiés émigrent dans des pays limitrophes aux leurs, comme en Libye, où une personne sur 4 est un réfugié. Seuls les plus riches tentent le périple vers l'Europe. Ils prennent la mer dans des embarcations précaires, ce qui provoque des drames humains. Ces catastrophes ont poussé l'Union européenne à agir. C'est à partir de 1985 que la politique migratoire de l'Union européenne a commencé à voir le jour avec l'accord Schengen. Mais elle n'a jamais vraiment été à la hauteur des défis rencontrés. En mai 2015, l'Union européenne a publié un agenda qui propose de nouvelles réponses face à l'ampleur de la crise migratoire. Après 1945, l'Europe connaît pour la première fois de son histoire une hausse sensible du phénomène de migration, à la fois pour des motifs politiques et économiques. D'un côté, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et l'avènement des dictatures en Europe du Sud suscitent le désir d'une vie meilleure chez les populations opprimées. De l'autre, les régimes politiques démocratiques et la croissance économique des Trente Glorieuses rendent les pays d'Europe de l'Ouest très attractifs, en particulier les plus développés, tels que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Ce n'est que tardivement que la construction européenne s'est attachée à régler les défis liés au phénomène migratoire, qu'il s'agisse de l'afflux de réfugiés ou de l'arrivée en masse de main-d'œuvre pour accompagner son développement. La politique migratoire européenne s'est construite en différentes étapes, avec pour objectif de réguler l'arrivée des ressortissants étrangers et veiller à leur intégration. Dès 1957, le traité de Rome énonce le principe de la libre circulation des travailleurs au sein des États membres. Mais c'est seulement en 1985 que la politique d'immigration connaît une accélération avec la signature de l'accord de Schengen entre 5 États membres, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Cet accord vise à mettre fin au contrôle aux frontières et constitue le début d'une politique commune à tous les États membres. Elle devient ensuite l'espace Schengen, auquel se rallie la majorité des États européens. Le traité de Maastricht, signé en 1992, constitue l'étape suivante dans la construction d'une politique européenne d'immigration. Il définit la politique de visa au niveau européen. Vient ensuite le traité d'Amsterdam, signé en 1997, qui vise à lutter contre l'immigration clandestine et définit le traitement des demandes d'asile. Après cette date, de multiples accords voient le jour, le plus souvent en réaction à des événements tragiques, comme par exemple le naufrage de centaines de migrants clandestins au large des côtes italiennes. Cependant, aucun n'apporte véritablement de solution durable. Depuis 2014, l'Europe traverse une crise migratoire sans précédent. Face à cette crise, la politique européenne d'immigration et d'asile apparaît inadaptée. C'est à partir de mai 2015 que la Commission européenne publie un nouvel agenda sur la migration visant à juguler ce phénomène. La crise migratoire prend source sur deux réalités. D'une part, la migration légale fait l'objet de contrôles plus stricts et est en diminution constante depuis 2008. Le nombre de permis de séjour délivrés à l'échelle européenne est passé de 2,5 à 2,2 millions par an sur les 7 dernières années et bénéficie principalement à des ressortissants de pays industrialisés. En termes de répartition, 4 motifs principaux se dégagent dans des proportions similaires. Premièrement, pour des raisons familiales, les familles cherchent à se regrouper. Ces familles de réfugiés sont principalement en provenance du Maroc ou de la Turquie. Deuxièmement, pour des raisons liées à l'emploi,
dont ont largement bénéficié les ressortissants ukrainiens, indiens et américains sur des secteurs d'activité très différentes. Troisièmement, le solde correspond majoritairement à des demandes d'asile ou des visas touristiques. Et enfin, cela est aussi lié à l'éducation où de plus en plus de Chinois et de Brésiliens viennent réaliser une partie de leurs études en Europe. D'autre part, on assiste à une très forte augmentation des flux migratoires irréguliers, c'est-à-dire illégaux. De 2009 à 2013, le nombre d'entrées irrégulières avoisinait 100 000 par an. En 2014, on assiste à une véritable explosion avec 283 000 entrées irrégulières. Ce phénomène fait suite à la crise politique en Syrie qui s'est progressivement étendue à l'Irak et à la Libye. En 2015, la situation s'aggrave de façon dramatique avec près d'1,7 million d'entrées irrégulières en provenance de Syrie, mais aussi d'Afghanistan et d'Érythrée. Suite à ce phénomène, les demandes d'asile se multiplient et passent de 200 000 en 2008 à 600 000 en 2014 et plus d'1 million en 2015. C'est en Allemagne qu'elles ont connu la plus forte croissance. Elles représentent aujourd'hui plus du tiers des demandes d'asile au sein de l'Union européenne. L'Europe est aujourd'hui dépassée par le flux de migrants qui frappe à ses frontières. La politique migratoire qui définit le contrôle aux frontières et la politique d'asile ne sont pas à même de faire face aux réalités politiques du monde actuel. De plus, les principes d'immigration légale sont souvent propres à chaque pays membre et n'apportent pas non plus de réponse à la crise. Parmi les instruments de régulation, le traité de Schengen, signé en 2006, constitue le principal outil de contrôle commun aux frontières de l'Union européenne. Il définit la liste de pays soumis à une obligation de visa et cherche à harmoniser les conditions de délivrance. Il couvre aussi les sanctions applicables pour le retour aux frontières des personnes en situation irrégulière. Le régime d'asile européen commun, autrement appelé RAEC, signé en 2013, encadre mieux la protection des demandeurs d'asile. En particulier, le règlement Dublin II définit les critères d'examen des demandes d'asile et la responsabilité des pays membres. Il vise une répartition plus équitable des migrants. À l'évidence, l'efficacité de la politique européenne d'immigration se heurte à la créativité des migrants irréguliers qui utilisent de nouvelles routes migratoires en faisant appel à des passeurs et au trafic de faux papiers. Les difficultés à contrôler les frontières de l'Union européenne créent de plus en plus de tensions entre les États membres. Certains en arrivent à remettre en cause le principe de libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen. Après les printemps arabes, l'Allemagne, l'Autriche et la Suède ont été jusqu'à réintroduire des contrôles à leurs frontières intérieures. La crise migratoire actuelle est d'ores et déjà considérée comme la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette crise a eu pour élément déclencheur le printemps arabe, ainsi que la guerre en Syrie et en Irak, les régimes autoritaires et la crise écologique. Le printemps arabe est un mouvement révolutionnaire né en Tunisie en 2010. La population protestait contre la pauvreté, le chômage, la corruption et la tyrannie. Ce mouvement s'est ensuite propagé en 2011 vers d'autres pays du Maghreb et du Moyen-Orient, et en particulier en Libye et en Syrie, ainsi qu'en Algérie, en Jordanie et en Arabie Saoudite. Cette révolution a eu des effets différents selon les pays. En Tunisie et en Égypte, le gouvernement a quitté le pouvoir. En Libye, cela a abouti à une guerre civile. Au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite, à Oman et au Koweït, le gouvernement décide de faire des concessions. Enfin, en Syrie et au Yémen, la révolution a subi une répression de grande ampleur. Les populations se sont par conséquent déplacées vers des pays frontaliers aux leurs qui ne sont pas touchés par ces soulèvements, tels que le Niger ou le Nigeria. Puis, les plus riches d'entre eux ont décidé de tenter le périple en Europe pour chercher une vie meilleure. La Grèce et l'Italie sont les portes d'entrée pour atteindre l'Union européenne. Ces deux États sont aussi appelés hotspots. Ces pays ne disposent pourtant pas de moyens efficaces pour gérer l'afflux constant de réfugiés. L'Union européenne s'est donc fixé l'objectif en 2015 de relocaliser 160 000 réfugiés présents dans ces hotspots en 2 ans. À mi-chemin des 2 ans, que s'est donné comme objectif l'Union européenne, c'est une infime partie des réfugiés, seulement 3%, qui ont été relocalisés, principalement en France,
où 1950 réfugiés ont été accueillis, sur un objectif de 19 700 relocalisations. Les pays de destination finale des réfugiés, tels que l'Allemagne, la Suède et l'Autriche, ont demandé une réglementation plus solidaire pour que chaque État contribue à accueillir un quota de réfugiés. Mais les pays les moins concernés par cette crise, qui sont la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, y sont opposés. C'est donc un mécanisme de relocalisation des réfugiés sur la base d'un volontariat de la part des pays qui a été retenu par la Commission européenne. L'Union européenne a signé en mars 2016 l'accord UE-Turquie avec la Turquie. Cet accord stipule que toute personne arrivée sur les îles grecques, qui est le premier passage des réfugiés du Moyen-Orient pour arriver en Union européenne, dont la demande d'asile n'a pas été faite ou a été refusée, sera renvoyée en Turquie. La Turquie s'engage à devenir un pays tiers sûr pour recevoir ces réfugiés. En échange, l'Union européenne doit verser 6 milliards d'euros d'aide à la Turquie pour faciliter le processus d'intégration des réfugiés dans ce pays. De plus, si la Turquie arrive à gérer ses frontières et sous contrainte d'un certain nombre de critères politiques, les Turcs n'auront plus besoin de visa pour voyager dans l'espace Schengen. Enfin, pour chaque retour de Syriens en Turquie, l'Union européenne s'engage à en réinstaller un sur son territoire dans la limite de 72 000 personnes. Après avoir passé un pacte migratoire avec la Turquie, l'Union européenne s'est tournée vers l'Afrique et plus particulièrement vers les pays d'origine et de transit des réfugiés. C'est au sommet de la Valette, en novembre 2015, que cette décision a été adoptée. Le Conseil européen a voulu, je cite, traiter les causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés de population. L'Union européenne a décidé de faire un essai sur 2 des pays d'origine des migrants, le Mali et le Sénégal, et sur 3 des principaux pays de transit des réfugiés, le Niger, le Nigeria et l'Éthiopie. L'Union européenne a donc débloqué des fonds pour essayer de rendre ces pays plus attractifs, en particulier au niveau de l'emploi, pour que les populations soient moins tentées de partir de leur pays. Les pays de première entrée sont débordés par le flux de demandeurs d'asile. Certains d'entre eux en arrivent à ne plus respecter le rôle que leur a assigné l'Union européenne. C'est le cas de l'Italie et de la Grèce qui ne répondent plus à la règle de responsabilité de l'État membre de première entrée. Ils estiment qu'ils ne sont pas aptes à accueillir et enregistrer autant de réfugiés et demandent une meilleure répartition des demandeurs d'asile avec les autres États membres. Les États membres de l'Union européenne ont des avis contrastés sur la politique à mener. Il y a d'un côté les pays de première entrée et de l'autre les pays moins affectés par la crise migratoire. Les pays de première entrée réclament une meilleure solidarité de l'Union européenne avec une meilleure répartition par un mécanisme centralisé de répartition des demandeurs d'asile. Les autres pays, eux, restent attachés au principe de responsabilité de l'État de première entrée. Ils acceptent le mécanisme de relocalisation seulement sur une base volontaire, et après que les États de première entrée aient démontré un vrai engagement pour traiter au mieux les flux de demandes d'asile. Les États de l'Est, formant le groupe de Visegrad, sont opposés aux quotas de répartition imposés par l'Union européenne. Budapest estime même cela comme un viol de sa souveraineté. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, multiplie les discours hostiles à l'accueil des réfugiés et a fait construire un mur de barbelés aux frontières entre la Serbie et la Hongrie. La Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque, faisant partie de l'ancien bloc communiste, forment ce groupe de Visegrad et mettent en danger l'unité des pays d'Europe. S'ajoute à cela le Brexit et la possibilité de Grexit. L'Europe voit apparaître et croître un euroscepticisme de plus en plus important. Les États sont très attachés à leur droit de souveraineté d'accorder ou non le droit d'asile aux réfugiés, ce qui rend difficile une harmonisation sur l'ensemble de l'Union européenne. La montée des extrêmes rend difficile la mise en place d'une politique commune. L'immigration devient le bouc émissaire des partis extrémistes. Les États, principalement de l'Est, craignent la perte de leur identité nationale avec la substitution de la population chrétienne par une population musulmane. L'extrémisme politique est présent aujourd'hui dans la quasi-totalité des États européens. L'insuffisance d'harmonisation des règles à l'échelle européenne et la multitude de clauses facultatives expliquent en partie l'existence de mouvements secondaires.
Il s'agit des réfugiés qui décident de quitter leur état d'affectation pour rejoindre un autre pays de l'Union européenne en toute illégalité. L'Union fait de la lutte contre les mouvements secondaires un de ses principaux objectifs. Cependant, cela implique qu'elle ne prenne pas en compte les souhaits des demandeurs d'asile, ce qui soulève des débats. Les pays de l'Est expriment régulièrement leur désaccord avec cette répartition, car ils se voient dans l'obligation d'accueillir des quantités importantes de réfugiés. De leur côté, les ONG réclament une meilleure prise en compte des droits des réfugiés. L'accord UE-Turquie est critiqué, ainsi que les hotspots en Grèce, notamment par le Haut Commissariat aux réfugiés, autrement appelé HCR. Le HCR est un dispositif de l'ONU pour la réinstallation des réfugiés et le soutien d'actions dans les pays tiers. Actuellement, le HCR intervient en Turquie, au Liban et en Jordanie pour gérer l'arrivée de réfugiés dans l'Union européenne en toute légalité. Le HCR a un rôle global qui dépasse les frontières de l'Europe. Il a un rôle de conseil et ne dispose pas véritablement de moyens de pression suffisants pour imposer ses vues aux États. L'accord UE-Turquie avait pour objectif de détecter les personnes en besoin de protection et de les relocaliser vers d'autres États membres, ainsi que de renvoyer les personnes dont la demande d'asile n'était pas acceptée par l'Union européenne en Turquie. Les résultats sont largement en dessous des attentes. L'identification des besoins des demandeurs d'asile est très longue, environ 2 à 3 semaines. Les demandeurs d'asile sont placés en rétention le temps du traitement de leur demande pour des motifs qui vont au-delà de la charte d'origine. L'article 8 de la directive Accueil ne prévoit en effet le recours à la rétention que, je cite, lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Depuis la mise en place de l'accord UE-Turquie, seule une fraction infime des demandeurs d'asile a été renvoyée sur le territoire turc. Les immigrés préfèrent passer illégalement en territoire européen afin de pouvoir choisir leur lieu de destination. Face à une crise d'une telle ampleur, l'Union européenne est contrainte de s'adapter en permanence et de fixer des règles communes. L'objectif des États européens est en premier lieu d'éviter des drames humains liés aux migrations irrégulières. Pour cela, les États membres ont adopté une recommandation pour accueillir 22 000 personnes ayant besoin de protection. Le deuxième objectif est d'améliorer le régime d'asile européen commun. Il y a une volonté d'organiser la répartition des réfugiés de façon plus efficace, tant dans les États de première entrée que dans les États moins touchés par les afflux de migrants. L'existence de clauses facultatives et les désaccords permanents entre des États aux intérêts partisans ne facilitent pas la création d'une politique commune à l'échelle européenne. Dans ce contexte, la Commission européenne s'efforce malgré tout de trouver des solutions, en particulier autour des pactes migratoires avec des pays tiers. C'est bien dans la recherche de solutions pragmatiques que l'Europe doit œuvrer et montrer son unité afin de répondre aux drames humains qui se profilent à ses portes et sur son sol. La jungle de Calais, par exemple, a été le symbole, pendant de nombreuses années, de notre incapacité à gérer les situations de milliers de réfugiés installés dans des camps de fortune et rêvant de jours meilleurs.